Donc, je laisse la parole à Gabrielle Panucci. Donc, c'est bon pour les micros? Avec un seul, ça va? D'accord, très bien. Alors, génial. On m'entend bien, ça va? Oui, parfait. Alors, tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier le comité d'organisation pour avoir tout mis en œuvre pour que ce colloque ait lieu. Donc, comme je le disais à Clémentine ce matin, je crois que c'est vraiment un espace très enrichissant jusqu'à présent, depuis hier. Et je suis très reconnaissante d'avoir l'occasion de présenter mes travaux de master, ce que j'ai fait auparavant dans ce colloque. Y quiero pedirles disculpas a los hispanohablantes que no hablan francés porque preparé todo en francés y espero que no sea un gran problema, pero porque la traducción simultánea no es exactamente lo mío, pero si quedan cosas en el aire, después me dicen y espero poder aclarar algunos puntos. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Donc, l'histoire n'est pas un récit objectif des événements passés, mais plutôt une construction culturelle créée par l'être humain, ou plus exactement, une reconstruction et une commodité consommée et produite à partir du présent, pour reprendre les mots de Giles et Middleton. Si cette considération vaut pour la reconstitution des événements historiques, elle s'applique également à la mémoire des personnages historiques célèbres qui sont en reconstruction constante chaque fois qu'on les évoque. La figure historique du révolutionnaire Ernesto Che Guevara ne fait pas exception à cette règle. La photographie la plus connue du Che, prise par Alberto Corda en 1960 et retouchée ensuite par Jim Fitzpatrick, est d'ailleurs devenue l'une des photos les plus reproduites, réimprimées et récupérées des 50 dernières années. Tel que nous avons pu le voir depuis le début de ce colloque, l'histoire du guerrier argentin ne s'est pas arrêtée après sa mort, bien au contraire. À partir de son exécution il y a 50 ans, c'est plutôt une nouvelle page de son histoire qui a débuté, celle du mythe, de l'icône et de la légende. À plusieurs reprises au fil des dernières décennies, son idéalisation a donné lieu à une sanctification de son personnage, comme vous reconnaîtrez d'ailleurs les images que nous avons vues hier. Et la sanctification de son personnage qui a littéralement fait son entrée finalement symbolique dans l'imaginaire chrétien. David Konzel a par ailleurs proposé le néologisme Jésus-Christ, Jesucristo, pour qualifier la nouvelle icône béatifiée qui a été créée par ceux et celles qui ont vu en lui un saint et un martyr, qui, au même titre que le Christ, a sacrifié sa vie au nom d'une cause sociale plus grande que lui. La multiplication des objets à l'effigie du révolutionnaire a fait du Che dans les dernières décennies une véritable figure de la culture pop. Ou même, selon ce qu'avance Jorge Castañeda, un symbole culturel. Alors, que ce soit dans les arts plastiques, les imprimés de chaussures, de maillots de bain ou de boucles de ceinture, sur les tasses et les porte-clés, ou encore dans la publicité de nouvelles lignes de produits de consommation tels que le parfum Che de chez Mignon, ou encore, et j'adore ma prochaine, la crème glacée Cherry Guevara de Magnum. Alors, celui qu'on appelle le Che est devenu de plus en plus présent, jusque sur les sites web comme thechestore.com. Et le moins qu'on puisse dire est qu'ironiquement, donc son image anticapitaliste vend. Alors, la fiction cinématographique n'échappe pas non plus à ce regain d'intérêt pour le Che Guevara. Et plusieurs documentaires et films de fiction ont été produits au fil des dernières décennies autour de sa figure, donc je vais m'intéresser dans ce cas-ci à la fiction et plus précisément au film Carnet de voyage. Alors, au tournant des années 2000, 2 méga-productions avec le Che comme héros ont fait leur apparition au grand écran. En 2004, ça a d'abord été le film Diarios de Motocicleta ou Carnet de voyage du réalisateur brésilien Walter Salles, qui thématise le voyage initiatique de 8 mois d'Ernesto Guevara et de son ami Alberto Granado à travers l'Amérique du Sud.
Donc, le long métrage de Sales est une adaptation libre des notes de voyage rédigées par Ernesto Guevara et Alberto Granado en 1952 lors de leur périple. En 2008, donc seulement quelques années après la sortie du long métrage du réalisateur brésilien, ce fut au tour du projet cinématographique Che de Steven Soderbergh de sortir sur les écrans. Alors, juste très brièvement pour contextualiser, ce projet, dont on a parlé à quelques reprises depuis le début du colloque, se divise en deux films, donc protagonisés par Benicio del Toro. Et tant le film de Sales que celui de Soderbergh ont connu un énorme succès commercial en Amérique latine, mais également, donc il convient de souligner, en Amérique du Nord et en Europe. Alors, s'il est vrai que l'image du Che Guevara fait partie de nos jours de notre vie quotidienne, il convient malgré tout de se demander si cette présence considérable ne diminue pas d'une certaine façon la charge politique qui lui était encore associée dans les années 60, même si cette charge continue bel et bien d'exister comme on a pu le voir depuis hier. En effet, alors qu'il y a 50 ans, donc la photo de Corda était brandie dans différents contextes de revendications sociales dans le monde entier, on peut croire que son visage au XXIe siècle fait maintenant partie de l'imaginaire culturel au moins autant que de l'imaginaire politique. Alors, en partant de la prise de conscience de ce processus global de transformation et de dépolitisation de l'image du Che, cette communication visera donc à comprendre de quelle façon l'œuvre Carnet de voyage du réalisateur brésilien Walter Salles est symptomatique de la transformation de l'icône politique d'Ernesto Che Guevara en icône culturelle, du moins dans ce film. Donc, je crois pour ma part que le film de Salles participe au phénomène global de resémantisation de la figure de l'Argentin vers une signification culturelle et à la conséquente dépolitisation cinématographique de l'icône du révolutionnaire. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais quand même préciser que cette dépolitisation, à laquelle je ferai référence à plusieurs reprises, n'est évidemment pas une dépolitisation totale, mais plutôt relative, puisque les formes de réception de l'œuvre sont multiples et qu'il y aura toujours des individus qui liront dans toute représentation de la figure d'Ernesto Guevara, quelle qu'elle soit, une expression politique, donc même dans La crème glacée de Cherry Guevara, par exemple. Toutefois, je considère que la tendance bien réelle à atténuer le caractère politique du révolutionnaire dans ce film précis justifie que l'on parle néanmoins de dépolitisation. Alors, d'abord, la transformation du Che en icône culturelle s'exprime cinématographiquement dans Carnet de voyage, entre autres choses, par la présentation d'Ernesto en tant que personnage individuel, dont l'isolement à l'écran et dans les paysages fait perdre la capacité d'agir socialement et politiquement, ainsi que par sa croissance personnelle et sa connexion émotionnelle avec la nature qui l'entoure, donc à différents moments du film. À propos de Carnet de voyage, le professeur de cinéma latino-américain Vital affirme que le long métrage, et je cite en langue originale, esteriliza el potencial rebelde de la memoria del Che, ofreciendo una imagen romántica del héroe juvenil coherente con los patrones ideológicos hegemónicos. Fin de la citation. Alors, Luis Dono Goldberg, également professeur de cinéma d'Amérique latine, se demande quant à lui si Carnet de voyage n'opérerait pas une pacification de l'image révolutionnaire du Che. Alors, ce qu'ont en commun les réflexions de ces auteurs est l'impression générale que la représentation romantique du Che dans le film fait partie d'un processus de transformation sémantique qui laisse de côté, ou pour le moins atténue considérablement la dimension politique du personnage historique. Alors, en partant de l'étroite relation qu'établissent Michael Lewis et Robert Saïr entre le romantisme dépolitisé et l'exaltation de la subjectivité, j'exposerai brièvement comment les différents éléments formels et narratifs du film contribuent à présenter Ernesto, donc d'une part comme un individu singularisé, caractérisé et romantique dans le sens conservateur du terme, c'est-à-dire dépuré de son caractère social et collectif. L'individualisation du personnage, incarné, comme on le sait, par Gaël Garcia Bernal, séparé par exemple des autres par les plans rapprochés qui portent toute l'attention cinématographique sur Ernesto, ou encore visuellement isolé dans des paysages spectaculaires éloignés du monde social, nous permet ainsi de penser sa distanciation de la politique. Alors, pour Tal, le film de Salles glorifie l'individualisme. L'historienne Viviane Bouchard constate pour sa part l'individualisation par laquelle est passée récemment la figure du Che
et elle oppose cette individualisation cinématographique à la dimension collective de la révolution cubaine. Alors, en ce sens, tout au long du long métrage de Salès, l'individualisation du personnage d'Ernesto se manifeste donc d'abord par sa voix off ou juxtadiégétique. Alors, la narration juxtadiégétique assumée par Ernesto, qui est à la fois personnage et narrateur, est une manifestation de la priorité accordée au processus interne du personnage dans le film, et par conséquent, une affirmation de son potentiel individualisé, je le disais. En étant présenté comme un individu extraordinaire, le personnage d'Ernesto Guevara est isolé et éloigné de tous les autres, ce qui complexifie par la suite l'attribution d'un caractère collectif ou social à ses projets ou à ses actions tout au long de la trame narrative. La présence répétée de plans rapprochés, donc présentant exclusivement Ernesto à l'écran, met également de l'avant le traitement spécial qui est attribué au Che et permet ainsi de l'isoler visuellement et symboliquement des autres personnages. Dans une scène initiale dans laquelle Ernesto s'asphyxie donc en raison de son asthme, par exemple, deux plans rapprochés successifs du visage souffrant du personnage, qui tente tant bien que mal de retrouver son souffle, attribuent un traitement préférentiel à sa situation personnelle, tandis que les autres joueurs de rugby demeurent au loin. Alors, le personnage qui importe réellement est le Che dans ce cas-ci, alors que les autres apparaissent comme des silhouettes anonymes reléguées au second plan. Par conséquent, donc même quand Ernesto joue au rugby, soit un sport d'équipe par excellence, le Che Guevara de Walter Salles est seul et bénéficie de son propre espace cinématographique qui lui a été concédé par la caméra. Alors cette singularisation du Che dans le film a pour effet l'isolement du personnage et la dépuration de sa dimension sociale, permettant que l'on oublie le peuple pendant ces scènes. En plus de permettre la singularisation du personnage, les plans rapprochés attribuent également au spectateur une position privilégiée pour observer les expressions faciales d'Ernesto et ainsi percevoir ses tourments intérieurs. Tel que le souligne Williams par les plans rapprochés, Ernesto, et je cite, is often seen as gazing, half frowning, into the distance or writing thoughtfully in his diary. Fin de la citation. Alors, en rapprochant la caméra du jeune Argentin, c'est également le spectateur qui se rapproche de lui et qui peut approfondir sa connaissance des pensées les plus intimes d'Ernesto. Par la suite, la grandeur des paysages donc, est un autre cliché romantique présent dans le film qui nous permet de comprendre la dépolitisation cinématographique du Che à l'œuvre dans Carnet de voyage. En étant visuellement spectaculaires, les paysages présentés à de nombreuses occasions en plan d'ensemble ajoutent une touche de romantisme au film qui se transmet à son tour au personnage. Entre les vastes déserts, les montagnes aux pics enneigés, les gazons verts et la jungle luxuriante, sans oublier les autoroutes qui s'étendent à perte de vue jusqu'à l'horizon, Ernesto et Alberto évoluent à l'intérieur d'un environnement esthétiquement embelli et enchanteur. Non seulement cela, mais l'emplacement des protagonistes à l'écran ainsi que leur posture évoque parfois certaines images romantiques connues, telles que l'individu solitaire dans le cadre Le voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich. Et ensuite, le deuxième point que je veux souligner aujourd'hui est donc la mondialisation à la fois du Che Guevara et du film en tant que tel. La provenance internationale de l'équipe qui a créé l'œuvre cinématographique et le caractère transnational de sa diffusion, entre autres éléments, s'inscrivent également dans la dénommée dynamique de resémantisation de l'image du jeune Argentin dont je parle aujourd'hui. Le film Carnet de voyage, par sa diffusion transcontinentale, dépasse les frontières des marchés nationaux pour arriver aux audiences les plus variées. Donc, de fait, même la production, qui est partagée entre 8 pays, fait en sorte que l'œuvre ne s'inscrit pas dans un cinéma national en particulier, mais qu'elle fait partie d'un cinéma global. En tant que construction culturelle, l'icône du Che crée un lien entre différents individus d'un pays à un autre grâce à un certain imaginaire partagé et également par la consommation d'une marchandise commune qui s'adapte aux différents marchés. Donc, marchandise qui peut être le film de Salès dans ce cas précis, mais aussi un t-shirt ou encore tout autre produit à son effigie, tel que ceux que j'ai montrés précédemment. Le film Carnet de voyage est par conséquent symptomatique de l'internationalisation de sa figure et participe à la mobilité du capitalisme global, selon Félix Blanc. La mondialisation est représentée dans le film, entre autres choses, donc par le caractère international de sa diffusion, des acteurs et de l'équipe de production. Alors, ainsi, alors qu'Ernesto Guevara était argentin et qu'il a, entre autres,
lutter à Cuba, au Congo et en Bolivie. Donc l'acteur qui l'incarne, Gaël Garcia Bernal, est mexicain. Celui qui incarne Alberto Granado, Rodrigo de la Serna, est argentin. Le réalisateur, Walter Salles, est brésilien. Le scénariste, José Rivera, est portoricain. Et le producteur exécutif, Robert Redford, appartient à l'univers de Hollywood. Pour ajouter donc au caractère transnational de Carnet de voyage, les grandes compagnies de production cinématographique qui se sont unies pour créer le film viennent, comme je le disais, de 8 pays différents, soit l'Argentine, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, le Pérou, le Chili, l'Allemagne et le Canada. Donc, plus que simplement corroborer la marchandisation d'Icône Duce, les ventes records du film de 57,6 millions de dollars américains témoignent de l'intérêt performatif et rationnel de l'Icône Duce pour le cinéma ainsi que de son exploitabilité. En effet, comme l'icône du Che Guevara jouit internationalement d'une certaine popularité, de la même façon que sa récupération peut générer et stimuler la vente de milliers de t-shirts, le fait de le récupérer dans un long métrage permet également la diffusion globale du film. L'icône du Che peut alors être comprise dans ce contexte comme un instrument qui sert les intérêts de l'industrie cinématographique. Par conséquent, le Che iconique et dépolitisé de ce film n'est pas seulement consommé, donc il se transforme également en ressource pour vendre, pour reprendre le concept de George Ulysses. Or, les répercussions économiques du film donc, dépassent le cinéma. Des guides de voyage Lonely Planet ont été distribués gratuitement avant et après la projection, pendant la première du film aux États-Unis. Cette utilisation parallèle de l'œuvre cinématographique pour promouvoir le voyage démontre également que le film s'insère au fond dans une logique touristique globale. Nous pouvons alors penser le long métrage de Salles à la lumière des propositions de l'UDC, c'est-à-dire en tant que ressource d'une certaine utilité pour des secteurs spécifiques de l'économie, comme le tourisme. Williams souligne qu'à la suite de la sortie du film, donc on a noté en Amérique du Nord et en Europe une augmentation soudaine de la popularité de l'Amérique latine en tant que destination touristique, ainsi qu'un enthousiasme à l'égard des voyages à motocyclette. Par conséquent, donc, si l'icône du Che, en plus d'être une marchandise, est utilisé comme ressource économique pour diffuser le film est instrumentalisé à son tour pour promouvoir le tourisme. Donc, vous voyez dans quelle logique ma communication s'inscrit. Ensuite, le fait que le personnage de Salles soit interprété par la star Gaël Garcia Bernal, donc acteur physiquement attirant, extrêmement apprécié dans le monde du cinéma latino-américain, contribue aussi évidemment à la commercialité du film et à sa circulation globale. L'acteur est donc aussi une ressource dans le sens dans lequel l'entend Ulysses. Le spécialiste du cinéma hispanique Martínez Exposito avance d'ailleurs à propos de l'acteur mexicain, et je cite donc en langue originale, Se le podría considerar incluso una estrella, ya que, de acuerdo con las teorías del estrellato, el nombre y la persona pública de la estrella sirven, en primer lugar, como reclamos para el espectador, de tal manera que entre estrella y espectador se crea un vínculo emocional que sirve de base a la promoción del producto comercial de manera más efectiva que cualquier otra propaganda basada en el contenido de la película o en cualquier otro aspecto. La característica más notable del Star System consiste en la capacidad de venta de la estrella. Es la estrella, por encima del guión, del director o del tema de la película, lo que vende. Fin de la citation. Somme toute, donc, la préférence de l'équipe de production pour un casting qui attire les audiences par sa popularité et qui répond également aux standards de beauté établis par le canon hollywoodien détourne l'attention de la dimension idéologique de la figure guévarienne et la réoriente plutôt, dans ce cas précis, vers une dimension davantage superficielle. Donc, pour conclure, ce qui a été énoncé antérieurement confirme, à mon sens, bel et bien mon diagnostic initial. Donc, la figure culturelle en laquelle s'est transformé le Che Guevara, non seulement dans le film Carnet de voyage, mais également dans une série de productions culturelles, donc tant à l'échelle locale que nationale, et celle d'une icône mercantile qui a été dépolitisée dans le cas du film, puis resémantisée et même idéalisée. D'une certaine façon, donc parallèlement à son héritage politique, le Che Guevara se consomme aujourd'hui également de façon massive. La question suivante se pose alors, donc le Che cinématographique des années 2000, révolution ou marchandise?
C'est sûr que dans le cas du film Diarios de Motocicleta, je crois que la réponse s'oriente plutôt vers la marchandise que vers la révolution, même si je suis très contente qu'on puisse assister en fait à la projection de documentaires qui, eux, je crois, arrivent très bien à garder la dimension politique du Che Guevara. Donc, tout de même, je me contenterai donc de conclure avec cette image que j'aimerais partager avec vous et qui va dans le sens, à mon avis, de cette dépolitisation ou resémantisation du Che. Alors, dans le métro de Londres, il y a quelques années, une publicité dans laquelle apparaissait le magnat des affaires anglais Richard Branson, le propriétaire du groupe Virgin, avec le béret, les cheveux au vent et la pose du Che Guevara. À côté de lui, on pouvait lire ces mots évocateurs: Business revolutionaries, past, present and future, we live in financial times. Alors, cette anecdote n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, révélant que l'icône originalement socialiste du Che a, à l'occasion, été déformée et resémantisée par la concurrence capitaliste, de façon finalement à stimuler le côté aventurier et innovateur des impresarios et les inciter à prendre des risques et à trouver des façons chaque fois plus révolutionnaires de s'adapter au marché. Il semblerait donc, bien ironiquement, que ce soit la sémantique même du concept de révolution qui est en train de se transformer en fonction de la réalité économique globale pour aspirer au succès au sein de l'économie néolibérale.